Alors, on doit Ça- être en ligne. Alors, bonsoir à tous. Je pense qu'on est en ligne et que vous nous entendez. Pour les présents, n'hésitez pas à confirmer par un petit message dans le chat qui se trouve à votre droite de l'écran. Comme ça, on saura qu'on est bien en direct avec vous. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. Comment impulser le travail en équipe dans nos établissements. Alors, je vais me permettre tout de suite d'élargir un petit peu la question parce que je suis pas chef d'établissement. Je suis inspecteur en charge d'une circonscription du premier degré dans l'académie de Lille. Et donc, déjà, j'ai envie de tordre un petit peu le titre. Comment impulser le travail en équipe dans nos établissements et nos environnements de travail lorsqu'on n'est pas tout à fait dans un établissement. Euh, alors, un webinaire qui va durer 45 minutes. J'aurai le plaisir d'animer. Je vais essayer de jouer le rôle de ce gentil animateur auprès de Jean-Charles qui se présentera ensuite. Donc moi, c'est Benoît Bécard, IUN premier degré dans l'Académie de Lille. Je commençais à m'intéresser à cette problématique du travail en équipe, mais surtout du travail collaboratif il y a déjà quelques années, grâce à Manageduc et à l'association SynLab de manière plus générale. Et je suis en compagnie de Jean-Charles qui va se présenter dans quelques instants. Quel sera mon rôle ce soir? Voilà. D'abord de donner la parole à Jean-Charles, mais surtout de regarder vos questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat à droite. Je vais prendre note de l'ensemble des questions que vous poserez en écoutant Jean-Charles. Soit l'interrompre, je m'en suis déjà excusé auprès de lui, soit l'interrompre et lui poser la question qui m'apparaît très vive, soit garder les questions un peu pour moi et les poser à la fin de sa prise de parole ou à un moment que je penserais le plus pertinent. En tout cas, soyez assurés que je vais bien lire et être le relais de vos questionnements ce soir auprès de Jean-Charles. Alors Jean-Charles, je te donne la parole pour te présenter et puis commencer à nous parler du travail en équipe. Très bien, ben merci. Bonsoir à toutes et à tous. En même temps que je me présente, j'essaye de partager mon document, voilà, de manière à ce que ça soit fluide. Tu me feras signe si c'est Benoît, si c'est OK et si tu le vois comme tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Alors pour Presque. l'instant, je vois ton diaporama, mais pas en mode affichage. Voilà, j'ai juste à basculer. Si voilà, la souris m'obéit, ça devrait être bon. C'est ça? C'est parfait, Jean-Charles. Voilà, très bien. Donc, je m'appelle Jean-Charles Caillé, je suis vice-président chargé de l'innovation à l'Université catholique de Lille et professeur de génétique, de biologie cellulaire. Je ne suis pas chef d'établissement, mais je l'ai été un petit peu pendant 2 mandats, puisque j'étais doyen d'une fac de sciences et technologies. Et puis je dirais, charges habituelles, on travaille en comité de direction, en management d'équipe. Donc ce que je vais vous montrer, ce que je vais partager avec vous pendant une petite demi-heure, et qui est intitulé Comment impulser, favoriser le travail collaboratif, eh bien, ce sont des choses que je pratique dans ma pédagogie. Vous allez le voir puisque j'illustre avec la classe renversée, mais aussi dans mes méthodes et nos méthodes de management d'équipe. Donc, j'aime à dire que la classe est un peu, peut-être un peu le microcosme de l'établissement. Autrement dit, ce qu'on peut simuler dans une classe avec des élèves, un enseignant avec ses élèves, on peut imaginer que ça inspire un directeur, une directrice d'établissement, des managers avec les équipes. Donc, dans ma classe et aussi dans je dirais mon service qui s'appelle Hémisphère, on essaye de favoriser les interactions entre les personnes. Bien sûr, on a des méthodes de travail classiques, mais on essaye le but, c'est d'avoir le plus grand nombre d'échanges, que les gens soient actifs. Alors dans une classe, c'est un peu compliqué parfois, parce que les élèves aiment bien être consommateurs, écouter le cours. Et dans un établissement, il y a beaucoup de réunions, on écoute toujours l'expert ou le responsable, et les moments d'échange ne sont pas toujours favorisés.
Donc, pour favoriser ces interactions, on s'est inspiré de méthodes d'intelligence collective. Donc, on a suivi des formations et puis on essaye de mobiliser, c'est schématisé ici de manière un peu simple, on va dire, des méthodes de divergence et de convergence. Essayer de faire fonctionner son cerveau complètement, avec des moments où on travaille plutôt de manière, je dirais, synthétique, d'autres fois analytique, à des moments où on travaille de manière, je dirais, ordonnée, classique, et d'autres fois avec un peu plus de liberté. Donc, ce qu'on appelle un peu pour simplifier l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, ce sont je dirais, des façons de faire interagir les élèves ou les collaborateurs, je dirais, dans les réunions pédagogiques, de manière à avoir quelque chose d'hybride, de complémentaire. Donc, avec mes élèves, je pratique cette classe renversée dans laquelle les étudiants vont construire le cours eux-mêmes. Donc, c'est une méthode assez innovante. Vous allez le voir, il y a une confiance presque absolue dans les élèves. On travaille en équipe. J'aime bien différencier ce que j'appelle des équipes et des groupes. D'ailleurs, avec les étudiants, on leur explique bien la différence entre une équipe, un travail d'équipe et un travail de groupe, quand juste les gens sont regroupés. Donc, comme vous le voyez sur ce dessin, il n'y a pas les dessins qui illustrent ma présentation sont des dessins originaux que je travaille avec un de mes collègues. Dans une équipe, on essaye d'avoir des complémentarités, je dirais de compétences. Donc, pour la production des cours, ou quand on veut produire des documents ou produire des réflexions entre collègues dans la faculté, on essaye d'avoir des constitutions de gens différents. Éviter de mélanger, de ne pas mélanger les profils parce que c'est pas très performant. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, pour des élèves, on va mélanger par exemple des élèves qui ont de très bons niveaux scolaires, des élèves qui ont des niveaux faibles, et puis des élèves qui ont des niveaux moyens. Par contre, quand je travaille avec des collègues de l'établissement, on va mélanger les gens qui ont des responsabilités différentes. Ça ne veut pas dire que leur niveau est d'autant meilleur que leur niveau de responsabilité est élevé, mais quand vous avez un travail d'équipe avec je sais pas moi, un directeur des programmes, un responsable pédagogique, un responsable de la communication ou des étudiants, eh bien, il faut pouvoir avoir un peu toutes les stratifications de manière à faire travailler les élèves ou les collègues avec des méthodologies. Ce que je vous présente ici, on pourrait appeler ça du travail collaboratif, mais nous, on aime bien utiliser un autre terme qui est le travail co-élaboratif, ce que les Anglais appellent le co-design, c'est-à-dire c'est du travail collaboratif, mais il y a une méthodologie. Donc, si vous voulez faire travailler efficacement des gens différents ensemble, il faut une méthodologie. Si vous voulez faire travailler des élèves dans une classe qui ont des niveaux différents, il faut une méthodologie. Donc, on a plusieurs types je dirais, de séquences. Donc, en cours, les étudiants construisent le cours. Donc là, je suis en train de vous parler du cours magistral. Dans mon cours, les élèves fabriquent le cours, ils deviennent les professeurs, et moi, je deviens leur élève. Donc là, on n'a pas trop le temps de détailler la méthode aujourd'hui, ce soir, mais sachez que quand vous rentrez dans ma classe, il y a 80 enseignants, 80 profs et un seul élève. Eh bien, c'est un peu la même chose aussi avec des collaborateurs quand on a des réunions de travail. Ce ne sont pas toujours les responsables ou les hiérarchies qui organisent la réunion. On peut aussi travailler en groupe et permettre à une équipe de préparer la réunion et aux experts de réagir. Donc pour ça, on utilise des documents collaboratifs, donc des Google Drive, mais ça peut être aussi d'autres types de supports. Et avec mes étudiants, bien, ça leur permet de co-construire le cours. Donc les étudiants peuvent co-construire le cours, réagir, lire et, je dirais, poser des questions à d'autres groupes. Mais avec les collègues de l'établissement, ben, quand on travaille sur des soumissions de projets, quand on écrit des projets pour avoir des financements, quand on écrit des bilans ou des rapports d'activité, ben on a pris aussi l'habitude de travailler avec ces plateformes. Ça peut être Zoom, Teams, mais aussi d'autres types d'outils. Et l'habitude de travailler avec des documents collaboratifs ben, nous fait gagner beaucoup de temps et évite aussi une succession de réunions, voire même une succession de mails qui s'enrichissent ou se contredisent les uns les autres. Alors, on n'hésite pas à utiliser des méthodologies en classe, comme je dirais en réunion de travail, qui sont pas du tout des méthodologies habituelles, je dirais, dans l'éducation. En tout cas, dans le milieu de la faculté, maintenant on fait ça ici depuis une dizaine d'années, mais je peux vous dire que 10 ou 11 ans en arrière, c'était plutôt original. On travaille par exemple avec des cartes mentales. Donc, sans rentrer dans le détail, on utilise de la schématisation des cartes mentales.
Donc mes élèves, par exemple, au milieu de cette carte peuvent indiquer le titre du chapitre, exemple les différents types de mutations dans une cellule cancéreuse, et puis de travailler par flèche sur du détail. Eh bien, en réunion de travail, c'est la même chose. Si on s'intéresse à une problématique, je dirais, pédagogique, ou si on a un projet dans l'établissement à travailler en équipe avec 5 ou 6 profs, eh bien, on utilise cette schématisation de carte mentale. On a aussi des modes de représentation, ça peut être par l'informatique ou le dessin. Donc, ça peut paraître ludique, mais on travaille avec de la schématisation. Donc, il y a des étudiants comme des professeurs qui sont un peu plus visuels que d'autres. Il y en a d'autres un peu qui ont besoin de plus de temps. Il y a certaines personnes dont la créativité ou les idées vont surgir à certains moments. Donc, on n'hésite pas à varier les types de supports. Vous le voyez ici, hein, numérique, informatique, dessiné, illustré. Et puis, comme on fait travailler les gens en équipe, et juste après, je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir la réalité et non pas uniquement des dessins, on a des façons de faire interagir les groupes entre eux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le chiffre idéal pour nos réunions, c'est des groupes de 6. Alors, on peut faire des équipes de 5 ou 6. À partir de 7 ou 8, c'est plus compliqué parce que c'est difficile de maintenir l'attention et d'avoir un véritable échange. Bien sûr, ça m'arrive d'animer des réunions, on est peut-être 100 ou 150. Là, on est obligé de faire des équipes de 10 ou 12. Mais à ce moment-là, par équipe ou par table, on va donner beaucoup plus de choses à faire. Ce qui fait que les enseignants, les collègues ou les élèves vont devoir se partager le travail. Et puis, vous le voyez sur ce dessin, pour faire interagir les équipes entre elles, il y a plusieurs méthodologies. Les productions peuvent passer d'une table à l'autre. Ça peut être aussi les participants qui bougent. Et puis, on a ce qu'on appelle des rotations ou des ventilations. Des rotations, c'est soit la production qui bouge ou les collaborateurs. Des ventilations, celle qui est efficace, c'est lorsque seulement l'une des personnes ou l'un des élèves reste à la table et que les 5 autres se répartissent dans 5 tables différentes. Alors, dans 5 tables différentes, si on veut recueillir le maximum d'informations, ou alors si on est à la 2e ou 3e rotation, on peut demander aux collègues d'aller vers les tables selon leur intérêt. Donc, on essaye aussi de varier ce type d'exercice. Jean-Charles, je me permets de t'interrompre. Je t'en prie. Avant que tu passes à la suite et peut-être aux photos. En fait, en t'écoutant puis en regardant les illustrations, il y a une question qui me venait et qui me semble, Oui. à mes yeux, très, très importante. Est-ce que depuis 10 années, et au début en particulier, tu as eu des résistances de la part de tes étudiants ou des gens qui travaillaient? Est-ce qu'il y a de la résistance? Et je pose tout de suite ma deuxième question. Et si oui, comment tu t'y es pris pour embarquer les gens? Oui. Donc, je vais répondre à ta question et puis tu verras dans tout à fait le dernier dessin, je vais parler de la résistance au changement, ce qu'il faut faire de la résistance au changement et pas forcément ce à quoi on pense. On l'estime. Hein. Donc moi, mes étudiants, depuis 10 ans que je fais ça, la résistance à ce changement, elle est de 10 à 15%. Donc j'ai très clairement 10 à 15% de mes élèves qui n'aiment pas cette méthodologie. Et ce sont toujours les élèves les plus adaptés au système scolaire. Donc, c'est-à-dire des élèves très consommateurs qui aiment écouter les cours, prendre des notes. Et on a la même chose avec les collègues. C'est-à-dire que les collègues qui résistent le plus à ces méthodes collaboratives, ce sont des gens qui aiment bien, peut-être qu'ils l'ont fait aussi quand ils étaient élèves, prendre des flopées de notes, remplir des tableaux, avoir beaucoup de production, et puis, je dirais, réfléchir un peu plus tard dans l'interaction. Moi, j'ai pas trop de problème avec cette résistance, parce que ce soit des élèves ou des collaborateurs, les résistants à ce type d'exercice sont des gens assez câblés, qui réfléchissent très vite, qui pulsent, et donc ils peuvent contribuer au travail. Alors que avant, ou dans des méthodes plus classiques, ce que je perds, c'est-à-dire quand je perdais des élèves dans une classe ou quand je perds des collaborateurs dans une réunion, je les récupère plus. Soit parce que le sujet les intéresse plus, ou soit parce que les élèves sont plus au niveau du cours. Donc, avec ces méthodes collaboratives, on a 10, 15 ou 20% de résistance, mais les gens qui résistent à ces méthodes, il faut les réintégrer à la méthodologie, et ça, on arrive à le faire. Voilà, j'essaie de le répondre de la manière la plus short possible.
Je vous montre quelques photos, hein, juste pour que ça mette un peu plus d'humain. Là, c'est une classe. On les voit pas tous, ils sont 80. Donc, je travaille avec des classes de 80 étudiants. Quelquefois des classes de 30. Là, j'ai des classes de 30, 80. Et puis, vous le verrez tout à l'heure, une des dernières photos, des classes de 135 élèves. Donc, alors avec une conformation un peu différente. Ici, vous voyez par exemple, c'est des phases de production. Donc les étudiants, ils sont plutôt en équipe, ils sont connectés, ils vont travailler, c'est une phase de production. Ils sont libres, hein, il y a une organisation. Si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre des protocoles. Ici, vous voyez des phases de discussion qui sont pas forcément synchrones. Par exemple, le groupe qui est ici est peut-être en train de discuter sur le choix d'une illustration ou une incompréhension. Donc, ils peuvent m'appeler. Donc, très certainement que je me suis rapproché de cette table, ils m'ont posé des questions, pendant que le groupe au fond à droite n'avait pas forcément de problème, était en train de travailler sur, je dirais, la rédaction d'une question. Vous le voyez d'ailleurs tout à fait à gauche de la photo, il y a 3 élèves qui ont l'air de faire autre chose, 2 sur un téléphone et une au milieu. On perd des élèves dans ces exercices, exactement comme je vais perdre un collaborateur dans une réunion, mais comme c'est très dynamique, eh bien, dès la minute ou les 3 minutes suivantes, on les reconnecte. Autrement dit, dans des méthodes actives, c'est pas très grave de perdre l'attention des gens, parce qu'on sait qu'en très peu de temps, on récupère cette attention sur un sujet ou un schéma. Alors que quand on est dans le monocorde, quand on est dans le discours, quand on est dans la succession de PowerPoint qui défile slide après slide, quand vous avez perdu quelqu'un sur son mailing, vous ne le récupérez pas. Voilà, donc là, les étudiants, il y a des moments où ils peuvent aussi présenter. Je vais vous montrer un ou deux exemples très courts de type de présentation interactive. Parce que il suffit pas de faire collaborer les élèves de manière interactive, il faut qu'ils puissent aussi présenter leurs travaux de manière interactive. Donc, ce que j'utilise aussi pas mal, ce sont les votes pondérés. Donc, on n'a pas toujours le temps de présenter toutes les productions, on n'a pas toujours le temps de poser des questions. Donc, on demande aux gens, aux élèves en classe ou aux collaborateurs, est-ce qu'il y a des priorités? Par exemple, est-ce que vous avez envie qu'on travaille plus sur la question 1 ou la question 2? On peut utiliser des systèmes de vote avec des post-it, je dirais des pins et autres. Enfin, on a plein de possibilités. On peut le faire en numérique. Et donc, on va se focaliser sur les questions qui sont priorisées et celles qui ont le plus de voix. Et ça, je m'aperçois que quand on travaille avec ça, eh bien, on augmente l'attention du groupe. Et puis après, s'il y a des étudiants ou des collègues qui ont envie de travailler sur des questions qui ont moins de voix, on peut utiliser des plateformes. Donc moi, j'utilise Moodle. On peut utiliser des tas de titres d'autres supports. Voilà. 3 petits exemples très courts de présentation. Alors j'en ai à peu près une quinzaine, mais je vous en montre que 3 parmi les plus performantes. Un type de présentation que je fais avec des élèves, mais que je fais pas mal avec des enseignants, et d'ailleurs que j'utilise beaucoup en formation, parce qu'on forme des profs, donc on a des programmes de formation à l'innovation pédagogique, et les enseignants, lycée, collège, école, université, on les forme à ces méthodes. Cette méthode, je l'ai appelée le karaoké, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens de chanter, mais on va demander à quelqu'un pris au hasard de présenter en 2 minutes ce qu'il comprend de la production d'une autre équipe. Donc vous avez par exemple ici un élève de l'équipe 1 qui va présenter en 1 minute ou 2 ce qu'il comprend de la production de l'équipe 2. Ensuite l'équipe 2 complète. Est-ce que c'est correct, pas correct? Est-ce qu'il a oublié des choses? Et puis après, il y a un débat avec l'ensemble de la classe. Et je fais ça aussi dans des réunions de travail où, par exemple, l'un des collègues projette au tableau un résultat de compte d'exploitation ou bien, je dirais, un schéma qui est à l'ordre du jour, mais il ne le présente pas. On demande à quelqu'un, volontaire ou pas, eh bien d'aller sur le tableau puis d'expliquer un peu ce qu'il comprend. Et je peux vous dire que ces méthodologies, hein, un peu de présentation avec une surprise et puis du complément, eh bien vous obtenez presque 100% d'attention pendant au moins un quart d'heure ou 20 minutes. Ici, vous avez un autre type de présentation qui marche super bien et il n'y a pas de travail supplémentaire, c'est le PowerPoint muet. C'est-à-dire que le prof, au tableau, ou bien le collègue dans une réunion de travail, projette l'un des schémas les plus importants, par exemple la partie du cours la plus importante, ou le schéma, je dirais le plus compliqué, ou celui qui amène de la discussion dans une réunion, un CODIR, un COMEX et autres, mais il n'y a pas d'explication.
Donc, vous voyez, par exemple, vous imaginez un compte d'exploitation et on laisse les gens un peu réfléchir. Ils peuvent réfléchir individuellement ou en équipe. Et là, vous voyez, l'élève qui lève le doigt, eh bien, il va prendre la parole au nom de son groupe, parce que je leur laisse 3-4 minutes pour réfléchir, et il peut dire, voilà ce que nous, on a compris de ce que vous projetez, ou alors on a une question sur le sujet. Et ça permet un temps d'appropriation individuelle d'1 ou 2 minutes, un temps d'échange de 2 à 3 minutes, et puis dans la restitution, quelque chose de très dynamique. Voilà, ça c'est le deuxième exemple, le karaoké, le PowerPoint muet. Et puis le troisième, j'arrêterai là dans mes exemples. Celui-là, il est hyper performant. Il s'appelle Trouver l'erreur. Donc là, quand je veux l'attention maximale de mes élèves et que c'est moi qui reprends la main au tableau, là, je l'ai pas encore fait avec mes collègues, mais franchement, ça me chatouille de le faire. Mais il y aura des occasions. Ça s'appelle Trouver l'erreur. Donc je dis à mes étudiants, je vais vous expliquer pendant 10 minutes un mécanisme particulièrement important, mais je vais introduire 2 erreurs. Par contre, vous n'aurez pas les solutions à ces erreurs. Et charge à vous de les trouver par vous-même. Évidemment, si je les retrouve dans vos copies ou lors d'interrogations, eh bien, vous aurez un malus assez conséquent. Ça les oblige à 50 et quelques à échanger, à travailler et à voir s'ils ont compris les mêmes erreurs. Là, vous avez compris que lorsque j'ai 10 minutes de présentation, la première erreur, je la fais au début. Elle est assez grossière. Et la dernière erreur, la deuxième, je la fais plutôt dans la dernière minute, ce qui fait que j'obtiens un temps d'attention maximal pendant 10 minutes de présentation. Voilà, donc des modes de présentation qui sont pas seulement ludiques, mais qui vont stimuler la discussion, l'interaction entre les gens qui présentent et ceux qui écoutent. Voilà. Et lorsque quelqu'un explique quelque chose, donc un prof ou un élève, parce qu'ils vont au tableau, ou lorsqu'un collègue dans une réunion eh bien, pose des questions ou présente un résultat, on peut utiliser des méthodes de réaction qui sont un peu, je dirais, cadrées. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les méthodes des chapeaux de Bono. Donc, on attribue à des personnes ou on attribue à des groupes des couleurs. Donc, il y a 9 couleurs en fait, 6 couleurs. Ici, vous n'en voyez que 4. Et on va obliger les personnes à réagir en fonction de la couleur attribuée. Par exemple, je vais vous présenter un projet que j'imagine pour améliorer, je sais pas moi, le temps de récréation des élèves ou bien l'implication d'une classe dans un projet, je dirais, humanitaire. Et donc, je vous présente un peu mon projet avec mon équipe. Et si je vous ai attribué la couleur noire, même si vous adorez le projet que je présente, vous devez réagir en soulignant les points négatifs. C'est un peu le oui, mais. Si je vous ai attribué la couleur blanche, on est dans le factuel. Vous allez me poser des questions de type quand, comment, combien ça coûte. Vous allez réclamer un peu du chiffre. Si je vous attribue la couleur rouge, ça sera plutôt dans la réaction ou de l'émotion, etc. Ce qui fait que si on attribue d'entrée une couleur à un groupe ou à un élève, eh bien, ça force à la réflexion. Parce que vous écoutez un projet, par exemple, que vous trouvez génial, mais vous êtes obligé de trouver un problème. Ou alors vous écoutez un projet que vous trouvez vraiment abominable, mais on vous force à chercher quand même quelque chose de positif. Voilà. Donc ça, c'est des méthodes hyper performantes de travail collaboratif. Donc je vous ai montré de manière générale, j'arrive bientôt à la conclusion, je vous ai montré un peu des façons de travailler. Ici, cette photo, elle est intéressante parce que quelquefois on me dit ok, on peut faire ça, mais avec pas plus de 20 ou 30 élèves. Ici, j'arrive à le faire dans des amphis avec 135 à 140 étudiants et il n'y a pas de table. Donc, il n'y a pas d'îlot, on peut pas bouger les chaises. Donc, je dirais l'environnement est restreint. Et pourtant, les élèves, on leur pose une question, ils vont travailler en groupe. Donc là, les 135 élèves se mettent de manière aléatoire en groupe de 4 ou 5, en restant à leur place. Ils vont produire des documents collaboratifs et on va échanger avec eux à distance. Je vous montre cette photo parce que souvent dans les établissements, il y a des enseignants qui disent pour pouvoir travailler de manière collaborative, il faut investir dans des salles avec du matériel, des tables, des tableaux. Et puis on arrive vite à de l'équipement qui se chiffre en dizaines, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on n'ose pas innover ou faire du collaboratif ou de l'interactif quand le lieu ne s'y prête pas. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'on peut très bien animer une séance collaborative avec 135 élèves en rangée, et puis à côté,
dans une super salle équipée avec des îlots, eh bien, passer un PowerPoint pendant 1 heure. Voilà. Donc, il n'y a pas que le lieu qui est important, il y a aussi la méthodologie qu'on utilise. Voilà, j'ai terminé. J'ai juste 2, 3 petits schémas sur des mots-clés. Donc, je ne vais pas trop les détailler, mais peut-être qu'ils serviront pour les questions. Ce premier schéma, c'est celui-ci. On pourra en parler si vous voulez dans vos questions ou pas. C'est la différence que je fais entre le co-design et la collaboration. Vous voyez sur la partie gauche du schéma, souvent on dit dans nos projets, alors je risque peut-être d'en heurter certains d'entre vous ou d'en choquer, je ne sais pas, mais souvent si vous regardez la partie gauche, dans beaucoup de projets, on dit l'élève au cœur du projet, le malade, si vous êtes à l'hôpital, le malade au cœur du projet, le citoyen au cœur du projet. Si vous êtes dans le commerce, on va dire le client au cœur du projet. Et on va mettre une personne, un profil au cœur d'un projet et on va s'intéresser à lui. Eh bien, dans le co-design, c'est pas du tout ce qu'on fait. Dans le co-design, on ne met jamais un profil au cœur d'un projet. On va mettre un objectif. Par exemple, la guérison du malade, la réussite de l'étudiant, etc. La sécurité dans la ville. Alors, vous pourriez me dire, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est que la personne n'est plus au centre d'un triangle, la personne qui est au centre de nos attentions, mais elle devient co-acteur. C'est-à-dire on va la mettre à nos côtés pour la faire agir et donc, ça va nécessiter une méthodologie très différente. Par exemple, ça va nécessiter un niveau de confiance beaucoup plus élevé que si vous laissez les responsables ou les hiérarchiques expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Donc, il y a un travail sur la confiance qui est très fort. Confiance envers les autres, mais aussi confiance envers soi. Donc, je dirais, la confiance, c'est une, je sais pas, une qualité ou une compétence, mais la confiance est indispensable si vous voulez mettre en place ce type de travail collaboratif. Je t'interromps, Oui, je t'en prie. parce que ce que tu viens de décrire est passionnant. En fait, ça me fait penser à ce qu'on découvre finalement de nos amis québécois qui mettent en place les communautés d'apprentissage Ouais, professionnel. Ils nous disent la même chose finalement de leur expérience dans les CAP, les communautés d'apprentissage ouais, professionnel. On place au centre de la collaboration un objectif très précis. ouais. Et pas Euh, un profil, et pas un profil. Pas un profil, alors bien évidemment, en contexte scolaire, ouais, les objectifs sont liés aux apprentissages des élèves, mais c'est vraiment un objectif précis et on rassemble une équipe autour de cet objectif. Ouais, ouais, Et le deuxième point que sur lequel je voulais réagir aussi, c'est ce mot de confiance. Et effectivement, pour avoir travailler depuis 4 ans en circonscription, à essayer d'impulser, faire émerger, soutenir le travail collaboratif des équipes, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas sans une confiance a priori, c'est-à-dire de considérer, alors dans notre contexte, les enseignants comme a priori tous compétents. ouais. Dès lors que dans notre regard, notre positionnement, nos attitudes, on envoyait des messages laissant penser que peut-être on les pensait pas assez compétents, la collaboration pouvait pas fonctionner. Et donc je trouve que ce que tu viens de dire est vraiment au centre de, de notre réflexion sur la collaboration et peut-être même que c'est l'un des leviers qui permet d'impulser le travail en équipe collaborative dans son établissement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense même non seulement un levier, mais c'est une condition sine qua non parce que moi, je me rappelle la première fois que j'avais imaginé ma classe renversée ou des CODIR, des réunions de direction avec ces méthodologies-là. La première réaction, c'était de dire ah mais non, mais tu peux pas leur faire confiance, ils n'ont pas le niveau, ils vont pas. Et donc c'est le oui mais qui tue quoi, qui t'empêche d'ailleurs. C'est le dessin que je voulais montrer juste après, mais c'est ça qui t'empêche d'expérimenter parce que l'autre mot important par rapport à ça, il suffit pas de faire confiance, mais il faut oser. Donc il faut oser expérimenter. Il y aura forcément des échecs. Il y a des moments où ça fonctionnera pas, mais comment on rebondit. Donc une succession de petits échecs, ça permet de réussir le projet. Je différencie ça du gros échec dans lequel on s'entête. Hein. Mais une succession, je le test and learn, j'essaye, je rebondis, etc. Que ce soit dans la classe ou dans la réunion ou dans l'atelier pédagogique, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Ah oui, moi, je pense que c'est notre rôle de personnel d'encadrement. Alors moi, inspecteur et les collègues chefs d'établissement, je pense que, en particulier dans notre système français, les enseignants ont besoin d'entendre des personnels d'encadrement ce discours d'une part, mais qu'ils l'incarnent, c'est-à-dire Ah ouais, qu'ils ah puissent oui, oser faire un peu différemment, oser se mettre un petit peu en danger professionnellement, essayer une autre façon de faire, etc., etc. Il faut qu'on puisse faire vivre cet état d'esprit du test and learn et faire de toutes ces petites erreurs, ouais, ces petits échecs, des occasions pour
apprendre en questionnant pourquoi on tombe du ballon, Ouais, pourquoi ça n'a pas marché, et de les regarder ensemble. Alors, tu as beaucoup parlé de méthodologie. Moi, j'aime beaucoup le codev, co-développement. ouais, À partir du moment où l'un des membres de l'équipe s'est trouvé confronté à un problème ou a échoué, un petit échec, ouais. de se réunir en mode co-développement pour regarder ensemble le sujet et s'entraider. Et ça marche vraiment beaucoup. Ça. C'est vrai que c'est pas dans la culture, dans certaines cultures, peut-être françaises, je sais pas, mais on, on, on apprend des erreurs, mais pas de n'importe quelles erreurs. On apprend des petites erreurs que l'on corrige rapidement et qui font évoluer. Et c'est pas du tout la même chose que de s'entêter. Et donc là, c'est un peu comme si vous vouliez apprendre à faire du vélo, de la planche à voile ou autre. C'est nécessaire d'expérimenter. Et les enseignants, il faut aussi les accompagner, ou les collaborateurs, les managers, pas que les enseignants, hein, mais des managers dans un établissement. S'ils prennent une responsabilité, il faut pouvoir les accompagner. Voilà. Donc, autre chose qui est vraiment important, c'est tenir compte du feedback régulier. Donc, tous nos cours, tous mes enseignements, tous mes cours et nos réunions se terminent par un petit feedback qu'on a appelé le 10 sur 20, c'est-à-dire que tous les participants à la classe, les élèves ou les participants aux réunions, eh bien, d'ailleurs, vous pourriez le faire à la fin de ce webinaire en utilisant le chat, pourquoi pas, puisqu'il va être sauvé, indiquer un point positif et un point négatif. Donc, mes élèves, qu'ils aient adoré ou détesté la séance, les collaborateurs, qu'ils aient trouvé que la réunion était efficace ou pas efficace, vont écrire en une phrase cette partie-là, ben, elle était plutôt positive, elle m'a permis de. Et puis en dessous, à l'inverse, à ce moment-là, j'ai perdu mon temps ou je comprends pas pourquoi on a fait telle chose. Et quand vous récupérez, par exemple, d'un travail de 50 personnes, quand vous récupérez 50 opinions positives et 50 opinions négatives, là, je peux vous dire que vous avez du matériau pour progresser pour la suite. Voilà. Alors, on Alors, a. pardon, Oui, ce qui veut oui, je dire t'en prie. que dans notre rôle de personne d'encadrement pour impulser le travail collaboratif en établissement, faut quand même aussi, nous, oser recueillir, alors ça Ouais. c'est facile à recueillir, mais oser recueillir des avis négatifs Ah sur ouais. l'animation d'un temps de réunion, l'animation d'un projet, etc., etc. C'est pas Allez voir. Ouais. Non, facile. non, il faut oser, ouais, mais il faut aussi montrer l'exemple et partager. Allez voir sur mon blog, hein, vous verrez. Moi, je suis enseignant depuis 35 ans. Et bien, au bout de 35 ans, j'ai des élèves à la fin d'un cours qui me disent, parce qu'un jour en point négatif, ils avaient écrit vos schémas, vos explications sont pas mal, mais il n'y a pas de titre, on est perdu. Donc moi, le cours suivant, j'améliore ma présentation. Et voilà qu'en point positif, j'obtiens, après 35 ans d'expérience, des élèves qui m'écrivent diapo avec de très bons titres, prof qui tient compte des remarques en progrès. Voilà. Et donc, ce qui m'a fait plaisir en partageant avec des collègues, de dire il faut aussi que les élèves ils puissent avoir leur mot à dire parce que vous ne pouvez pas innover sans les usagers. Donc, vous n'imposez pas une méthode. Et c'est pour ça que on met pas la personne forcément au cœur parce qu'on ne sait pas toujours comment elle va réagir et il faut tenir compte. Dans toutes les innovations, quelles qu'elles soient, vous devez tenir compte du feedback régulier de l'usager parce que l'innovation, elle est complètement liée à l'usage. Sinon, ça s'appelle de la créativité ou autre chose, mais c'est pas de l'innovation. Voilà, dernière chose, donc c'est le dernier schéma, il est un peu doublé, c'est que on peut vous présenter ici des méthodes innovantes. Donc, si vous regardez sur la droite du dessin, il y a peut-être des méthodes de travail en classe innovantes, mais surtout, elles ne sont pas là pour éliminer les méthodes classiques. Donc, si vous regardez sur ce schéma des types d'apprentissage classiques, des types d'enseignement classiques et des types d'enseignement plus innovants, ce qui est hyper important, c'est l'hybridation entre les deux. Aujourd'hui, il faut arrêter d'être à 100% classique, mais il ne faut pas non plus être à 100% innovant parce que vous allez créer un chaos. Donc, quelquefois, il suffit d'innover à 10, 15%, 20%. Ça suffit en hybridant pour que des élèves aient à nouveau le goût d'aller dans des cours, je dirais, normaux avec des profs qui font des classes normales ou dans des réunions. Si vos collaborateurs, vous les avez intéressés avec une méthode collaborative, ben, ils auront plus envie de lire le compte-rendu, le résumé ou la fiche technique. Voilà. Et ce dernier schéma, c'est vraiment le dernier dessin. Pour moi, il est particulièrement important. C'est la fameuse lutte contre la résistance au changement. Donc la question que tu me posais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui disent comment peut-on lutter contre la résistance au changement? Mais moi, je dis qu'il faut surtout pas lutter contre la résistance au changement, parce que d'abord, les résistants au changement sont plus nombreux que ceux qui veulent changer.
Donc, en termes de rapport de force, on peut perdre. Et en même temps, nous-mêmes, même chacun d'entre nous, à tout moment, on résiste au changement. Donc, on peut se retrouver aussi bien le résistant que le non-résistant. Et les résistants au changement, eh bien, il ne faut pas les dénigrer ou les stigmatiser. Il faut qu'ils comprennent avec nous que nos travaux sont complémentaires. Autrement dit, on ne peut pas réussir le challenge de l'innovation, de la communication, de tout ce qu'on veut, si on ne l'hybride pas avec des méthodes classiques. Et les résistants au changement, qui sont souvent dépeints comme négatifs, en fait, eux, ils vous ramènent les pieds sur terre. Et quand il y a une urgence ou quand il faut utiliser un outil qui a été, je dirais, éprouvé, eh bien, eux, ils sont prêts. Alors que les créatifs, les collaboratifs ou les gens un peu plus, je dirais, out of the box, pour le dire en anglais, eh bien, parfois, si vous les laissez faire, ils peuvent vous entraîner à un endroit qui n'était pas prévu. Voilà, j'ai terminé. Là, je pense que comme c'est enregistré le webinaire, les références, que ce soit ouvrages, réseaux sociaux, ben on les partagera. Mais il y a de quoi, c'est assez facile de me contacter et d'avoir de l'information. Je vais donc, tout en vous remerciant pour votre attention, je vais couper le partage d'écran. Je pense que je vais y arriver. Voilà. Alors, Et on a dans le chat pas eu énormément de questions. Donc, il y avait une question sur les résistants. Je pense que qui était comment récupérer les résistants. Je pense que tu as répondu là avec la dernière image. Moi, j'ai envie de compléter, donner un petit peu mon avis. J'en profite pour ces quelques minutes, répondant à la collègue, comment récupérer les résistants. Moi, je pense que à la fois, d'abord en ne les regardant pas comme des résistants. Tout à l'heure, Jean-Charles a dit quelque chose qui, je pense, moi, est très très important. On transforme rien sans les personnes. Si je prends l'école, on transforme pas l'école sans les enseignants. Donc, on n'innove pas à l'école sans les enseignants. C'est pas vrai. Et donc, regarder nos enseignants, nos collègues comme des résistants, c'est déjà se mettre des freins, peut-être inutiles. Et puis, comme l'a dit Jean-Charles, on est tous résistants les uns les autres selon les situations. Et pour compléter, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment une vraie problématique de notre système français que les collègues connaissent bien. On a en France le pays où on a le moins de travail collaboratif entre les enseignants. L'enquête Thalys en 2018 l'a mis bien en évidence avec des comparaisons internationales. Et dans le même temps, lorsqu'on interroge les enseignants, ils nous disent très 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 massivement qu'ils réclament des échanges entre pairs, des temps d'échange de pratiques, de l'observation croisée, des rencontres avec d'autres enseignants, d'autres établissements. Bref, quand on leur donne la parole, ils sont en demande très forte de travail d'équipe et collaboratif. Et c'est en France qu'on fait le moins. Donc la question, c'est plutôt pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on n'y arrive pas. Alors il peut y avoir, je crois, des obstacles qui sont liés au temps de travail, parce que travailler en équipe, c'est du temps. Les enseignants, en tout cas en France, c'est un métier qui est quand même très, très solitaire. Un enseignant est seul devant ses élèves pour la très grande majorité de son temps de travail. Donc il y a la question du temps, mais pas que. Moi, je pense que pour avoir essayé d'éplucher les travaux sur l'intelligence collective, les organisations apprenantes, notamment Peter Senge et d'autres, en France, François Tadei et les deux rapports sur les sociétés apprenantes, à la question du comment on s'y prend, moi j'en suis arrivé à lister 2-3 points de repère très simples. C'est d'abord prendre le temps de créer une vision partagée au sein de l'équipe ou des équipes, ou d'aider les équipes à se créer une vision partagée. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Quel est le cap commun? Est-ce qu'on a réussi à aligner la vision personnelle avec la vision de l'équipe, la vision collective? Et d'expérience, moi, je me suis aperçu que ça, c'était vraiment fondamental. C'est-à-dire que dans un projet, quel qu'il soit, il y a des moments où ça tangue, des moments un peu plus compliqués, où les désaccords sont un peu plus forts et nous font douter. Et la vision partagée, c'est vraiment l'espèce de balise, le phare auquel on peut se rattraper lorsque ça va moins bien. Il y avait le deuxième point de repère, c'est le leadership. Je pense, et là, notre rôle de personne d'encadrement est, je crois, très important dans l'établissement ou en circonscription. Tout à l'heure, Jean-Charles nous disait il faut donner l'exemple finalement, hein, accepter de recevoir des feedbacks négatifs et savoir les accepter, puis oser se mettre en danger. Je pense que ce leadership que je qualifierais d'authentique, de quelqu'un qui est capable de donner l'exemple, de recevoir des feedbacks, mais de se mettre aussi en danger,
et de se mettre au service de l'équipe et du projet de l'équipe est, je crois, fondamental. Et puis enfin, il y a le partage. Et là, je rejoins tout à fait tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure avec Jean-Charles. Il n'y a pas de partage, de collaboration ou d'intelligence collective sans méthodologie. Ça n'existe pas. Il suffit pas de mettre les gens dans une salle et de dire on va travailler ensemble. S'il n'y a pas de méthode, ça prend pas. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de documentation. Lorsqu'on commence à mettre son nez dedans, on a beaucoup de documentation à notre disposition pour nous approprier des méthodologies de travail. La mauvaise, c'est que faut y aller, quoi. Faut oser changer ses habitudes, se mettre en danger. Puis parfois on rate, ça marche pas toujours, et c'est pas très grave en fait. Sur la méthodologie, c'est intéressant, c'est que nous, ici à l'université, depuis au moins 20 ans, en première année, on a créé des cours de méthodologie. Et ces cours de méthodologie, ben, tu ne seras pas surpris, ils sont adressés aux étudiants, à prendre des notes, etc. Mais on n'a jamais créé de cours de méthodologie pour les enseignants. Alors que si on veut faire du vrai travail collaboratif, il faut des méthodologies. Parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais pas de méthode. Donc, je débarquais de mon labo de recherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois leur expliquer comment fonctionnent les chromosomes et les cellules. Ben, j'ai pris de l'information et puis j'ai essayé d'imiter les profs que j'avais eus, qui me convenaient très bien. Et aujourd'hui, si on veut profiter de la biodiversité dans une classe et que ça soit pas un champ de maïs où tous les élèves se ressemblent et on pulvérise le cours, eh bien, il faut faire de la permaculture. Et cette permaculture, ça veut dire qu'il faut accepter que les élèves, ils poussent, ils croissent à des moments différents. C'est un travail à faire. Il faut une méthodologie. Parce qu'on peut pas faire de la permaculture avec la richesse de la biodiversité d'une classe, avec des méthodes de champ d'expansion, et inversement. Donc c'est vraiment pour ça que sans vouloir pousser, je pense que je fais la différence entre collaborer et co-élaborer. Ça veut dire collaborer avec une méthodologie. Et ces méthodologies, il faut les tester. Donc dans les ateliers pédagogiques, les enseignants, faut leur donner envie de tester des méthodologies. On a une réaction d'un collègue qui dit ça me fait penser aux formations horizontales des constellations. Alors les constellations, c'est une invention franco-française pour parler des formats de formation utilisés dans les plans maths et les plans français pour le premier degré. C'est exactement ça, effectivement. Et je viens de vous mettre un lien ManagerEduc sur les Lesson Study. Moi, j'avoue que j'ai beau être inspecteur premier degré, j'aime pas trop le mot de constellation. C'est une invention française qui n'était d'ailleurs, c'est un mot qui n'était d'ailleurs pas présent dans les 21 mesures du plan maths Villani-Torossian. Et en fait, les constellations, c'est inspiré des mêmes principes qui guident les lesson studies, très étudiés dans un laboratoire universitaire en Suisse, à Lausanne, mais vraiment utilisés en Asie beaucoup. Et c'est Romuald Normand qui sait nous en parler très bien en France. Et c'est exactement ça, c'est les mêmes principes. Et en fait, on part d'une problématique, un objectif. Tout à l'heure, nous disait Jean-Charles. Et puis, on va questionner l'objectif et se demander comment on va pouvoir observer les élèves dans une classe entre enseignants. Donc, c'est très horizontal, effectivement, en équipe. En équipe, on va se demander comment observer les élèves dans une classe. Quels sont les observables en lien avec le problème, la problématique à laquelle on souhaite répondre. Et puis, de manière très spiralaire, on va passer d'étape en étape. On va co-construire des choix pédagogiques, les mettre en œuvre ensemble, observer les élèves pendant la mise en œuvre, et puis, avec cette matière récupérée durant l'observation, essayer d'en tirer des leçons. Qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience? Est-ce que les élèves ont réagi comme on souhaitait, comme on pensait qu'ils allaient réagir? Est-ce que les procédures qui apparaissent ou les stratégies des élèves sont celles auxquelles on s'attendait, etc., etc. Et puis, on peut comme ça faire plusieurs boucles d'essais-erreurs pour arriver à construire de la matière professionnelle et un apprentissage professionnel sur ce qui semble fonctionner avec les élèves en lien avec une problématique. Quand tu as utilisé le terme observation, et ça me fait penser à quelque chose d'important parce qu'on le vit, c'est les neurosciences observent et le montrent avec des expérimentations que les meilleures méthodes d'apprentissage, c'est par des méthodes classiques. Donc les élèves doivent être attentifs, se concentrer
écouter, travailler, poser des questions. Donc, dans un cours magistral, eh bien, c'est la meilleure façon d'apprendre pour un élève, sauf qu'il faut savoir qu'il peut se fatiguer au bout d'un certain temps, alors que les méthodes collaboratives, ce sont des méthodes de consolidation et de motivation. Et moi, j'ai une doctorante qui finit sa thèse, ça fait 4 ans qu'elle travaille avec 8 profs, elle étudie 8 enseignants différents comme moi, il y en a un comme moi, qui innovent en collaboratif dans leurs cours, et elle mesure la motivation et l'engagement. Et elle montre que, indépendamment des matières, indépendamment des méthodes, le travail collaboratif augmente la motivation et l'engagement. Mais les neurosciences disent que c'est pas suffisant pour apprendre. L'apprentissage, le cerveau, la façon dont on est connecté, parce qu'on dit des fois on a tous des façons différentes d'apprendre, scientifiquement c'est faux. On a tous la même façon d'apprendre. Les neurones sont câblés de la même manière. Mais le contexte, la façon de mettre en mouvement, on va dire, elle peut être différente d'une personne à l'autre. C'est pour ça que les hybridations entre des méthodes classiques qui favorisent les apprentissages et des méthodes innovantes qui favorisent la motivation et l'engagement, c'est comme ça que vous pouvez récupérer des élèves qui, à des moments, ils peuvent être perdus d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. Alors, je vais essayer de reformuler ce que tu viens de dire qui me paraît essentiel et sera peut-être notre conclusion. On va prendre encore quelques minutes. Guénolé, si ça ne te dérange pas, je vais reformuler et puis laisser Jean-Charles réagir à ma reformulation. En fait, ce que tu viens de dire, Jean-Charles, peut-être, c'est qu'il ne faut pas vouloir à tout prix collaborer dans son établissement ou sa circonscription, mais par contre, le faire et réussir à installer une collaboration dans les équipes, ça permet de développer la motivation. Et donc, j'ai envie de dire, le plaisir et le bien-être, la qualité de vie au travail. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, en t'écoutant, de faire le lien avec la théorie de l'autodétermination et les 3 besoins fondamentaux des CRIAN, besoin d'autonomie, besoin d'affiliation, d'appartenance et le besoin de compétences. Moi, c'est ma grille de lecture, alors je ne suis pas universitaire. Est-ce que c'est bien ça que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire ne pas vouloir collaborer à tout prix, mais par contre collaborer à un pourcentage certain, permet d'augmenter la qualité de vie au travail de nos collaborateurs et nos équipes? Oui, enfin, tout à l'heure, au début, j'ai dit la classe, c'est le microcosme. La classe, elle peut être le microcosme de l'établissement. Ce que je viens de dire en hybridation entre, je dirais, les apprentissages et la consolidation, dans l'établissement, on observe quelque chose de supplémentaire, je trouve. Parce que dans l'établissement, ces façons de travailler, elles augmentent les interactions entre les enseignants et donc elles améliorent la vie d'une équipe pédagogique. Parce que très souvent, et moi au début, quand on me demandait qui sont les bénéficiaires de l'innovation pédagogique, je répondais les élèves, parce qu'on le fait pour eux, et puis les profs, parce que les profs, il y a moins de routine, ils essayent des choses. Mais en fait, ce sont des inspecteurs académiques que moi je fréquente pas beaucoup à l'université, qui m'ont mis un peu, ils m'ont ouvert les yeux en me disant, mais il y a un bénéficiaire majeur quand vous voulez innover, collaborer, etc. C'est l'équipe pédagogique, parce que d'un seul coup, les enseignants dans la vie de l'établissement, ils vont se mettre à parler aussi d'autres choses que des choses habituelles. Et on l'a vu pendant le confinement, hein. C'était un des seuls points positifs du confinement, c'est le prof de sport, il a dépanné la prof d'anglais avec une méthode, etc. Et là, d'un seul coup, la prof d'anglais, elle a fait quelque chose en ligne dont elle n'aurait pas eu l'idée grâce au prof de sport. Et quand on revient en situation normale, et là, c'est là qu'il faut se rendre compte qu'entre matières différentes, il y a du dialogue, il y a des échanges. Et les gens, ils échangent pas sur des méthodes classiques. Ils échangent sur leurs expérimentations, ce qu'ils vivent, ce qui crée de l'émotion. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant pour des chefs d'établissement de se dire, il y a plusieurs méthodes de management, mais si je veux que ça se passe dans un certain, je vais pas dire une certaine ambiance, hein, happy chief management, tout ça, mais de dire que ça contribue à la vie de l'établissement. Et ces approches, elles contribuent à améliorer les interactions entre les personnes, que ça soit moins solitaire le travail d'enseignant. Finalement, ça permet d'humaniser l'établissement. Je pense, ouais. Ah, ça serait donc une belle conclusion. Un grand merci, Jean-Charles, Merci à vous, pour merci à ton toi. témoignage. Je me fais le relais du message que Guénolé vient de poster. Effectivement, dans maintenant à peu près 10 minutes, je serai avec certains d'entre vous pour un atelier afin de découvrir, manipuler ensemble le kit Manageduc sur le travail en équipe. Voilà, on pourra en parler, on pourra parler ensemble également des propos de Jean-Charles et de ce webinaire très riche. Merci à toi Jean-Charles, merci Guénolé qui est en arrière-plan, merci à tous les collègues d'avoir été présents et puis à très bientôt. Oui, merci, à très bientôt.